Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Cécile Ourquet et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec ma très chère Audrey Carlo. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet très vaste mais important. Comment vérifier votre instrument lors de l'implémentation de ce système dans votre laboratoire? Et aujourd'hui, Cécile, nous avons la chance d'avoir Pauline Vasselon, coordinatrice des enregistrements pour les États-Unis et des projets au sein de notre équipe des affaires réglementaires. Pauline, ton travail consiste à t'assurer que nous validons correctement nos systèmes à des fins d'enregistrement, en tant que fournisseur de diagnostic in vitro, bien sûr, tout en assurant que les exigences réglementaires sont bien respectées. Pauline, bienvenue chez AskStago. Bonjour, c'est super d'être ici avec vous. Et c'est un plaisir pour nous. Alors déjà, normalement, si je me mets dans la tête d'un client, je pourrais dire que le fournisseur est censé peut-être faire une vérification nécessaire quand il conçoit, fabrique et installe mon nouveau système. Pourquoi dois-je donc valider cet instrument? Oui, tout fournisseur sur le marché des DIF procédera bien sûr à un contrôle du système, à la fin du processus de production et avant l'expédition. Chez Stago, nous procédons à une vérification stricte du matériel, la fluidique, les moteurs, le système électrique par exemple, et à une validation biologique, probablement comme tout fournisseur sur le marché. Ça nous permet de vérifier la conformité de l'instrument. Et d'ailleurs, normalement, vous recevez un certificat de conformité lorsque vous recevez l'instrument. Mais si j'ai raison, après ça, l'équipe service qui vient installer l'instrument le revérifie dans le laboratoire. Oui, on doit s'assurer que le transport ou le recalibrage possiblement effectué lors de l'installation n'a pas d'impact sur les performances de l'appareil. Ainsi, un autre certificat sera délivré au moment de l'installation. Alors maintenant que l'équipe de service est confiante de l'instrument qu'ils viennent d'installer, il est temps pour le laboratoire de valider aussi l'instrument, si je comprends bien. Oui, tout d'abord, c'est requis par plusieurs normes, comme l'ISO 15189 ou l'ISO 22840. Et dans le cadre de leur accréditation, les laboratoires doivent soigneusement valider leur instrument. Et d'ailleurs, la norme ISO est également très claire sur l'importance de documenter et garder une trace de tout ce processus de vérification et validation dans le laboratoire. Alors clairement, nous serions capables de faire un podcast d'1h30 sur le processus complet de la validation. Mais pour aller un peu plus vite, est-ce que Pauline, tu pourrais nous résumer rapidement les étapes? Alors ici, votre service qualité devra identifier les risques possibles. Ils peuvent provenir de nombreuses sources, le matériel, comme l'équipement qui est utilisé pour le stockage des réactifs, l'environnement ou l'espace, comme la température par exemple, l'outil tel que le processus de maintenance de votre instrument, ou la méthode. Ici, vous suivrez probablement le processus fournisseur pour éviter un travail supplémentaire de méthode de validation. Mais en fait, si vous prouvez que la méthode que vous adaptez suit vos réglementations locales, un laboratoire est complètement libre d'adapter ou de créer ses propres protocoles ou méthodologies. Oui, alors, je suis désolée si je vais en décevoir certains, je ne suis pas la meilleure cuisinière, hein, qui existe sur cette planète. Mais c'est vrai qu'on aime bien faire ce parallélisme, entre le laboratoire médical et la cuisine. Ça veut dire que vous pouvez, créer n'importe quelle recette, hein, mais vous devez en assurer la qualité. Comme mentionné précédemment, le fournisseur est reconnu conforme aux réglementations et aux ISO, généralement par le biais, d'audits annuels, de procédures, de tests standardisés, configuration de tests. Hem Et qui sont conformes à cette ISO. Mais la plupart du temps, ils vont plus suivre les recommandations, pour gagner du temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes inventer, leur protocole et leur adaptation. En effet, la réglementation va aider les laboratoires à valider des adaptations, c'est-à-dire des essais commerciaux non div ou des systèmes, donc un réactif plus un instrument, mais c'est quelque chose que nous voyons de moins en moins. La validation de la qualité est également un coût pour le laboratoire, et donc vous devrez faire la balance entre les avantages pour le patient et les coûts de cette adaptation. Et Pauline, pour revenir à la validation du processus, tout à l'heure tu parlais de matériel, d'environnement, d'outils, de méthodes. Est-ce qu'il n'y a pas une autre chose à prendre en compte ou à vérifier? Si, les utilisateurs, bien sûr. Ici, vous devez vous assurer que leur circuit de formation est terminé et certifié, principalement la formation des techniciens et la validation de leurs connaissances pour travailler avec votre matériel. C'est vraiment clair, Pauline, merci. J'aimerais qu'on se concentre pour la deuxième partie de ce podcast sur la validation de la méthode. Quels sont les principaux éléments de cette partie? Alors, il y a différents aspects à considérer. La validation de la méthode dans le laboratoire clinique et celle effectuée par le fabricant, qu'on appelle également validation de conception ou contrôle de la conception.
D'ailleurs, il faut se rappeler que cette validation, elle va englober 2 aspects. Les performances analytiques, c'est-à-dire la capacité de notre analyseur à mesurer correctement l'analyte, et les performances cliniques, la capacité de notre analyseur à traiter les résultats en fonction de l'état clinique du patient dont le prélèvement est traité. Et as-tu des recommandations officielles à nous conseiller? Eh bien, ça dépendra du pays, donc la liste peut être très longue, mais aujourd'hui, les recommandations du Clinical Laboratory Standard Institute, le CLSI, sont celles qui sont aujourd'hui reconnues comme l'état de l'art dans de nombreux pays, et pas seulement aux États-Unis. Et en parlant de validation de méthode dans le laboratoire de coagulation, par exemple, vous pourriez utiliser le CLSI H57, car il indique comment on valide un coagulomètre. Ensuite, compte tenu du processus du contrôle de la conception effectué par n'importe quel fabricant pour pouvoir passer par le processus d'enregistrement en vertu des divers textes réglementaires, vous pouvez aussi vous référer au CLSI EP9 pour la comparaison de méthodes, au CLSI EP5 pour la précision, ou le CLSI EP6 pour la linéarité des essais, etc., etc. En tant que fournisseur, nous réalisons de nombreuses études finalement pour documenter toutes ces performances analytiques et cliniques. Et la notice du produit ou le manuel utilisateur peut vraiment être utile ici pour faire un résumé de ces performances. Si je peux me permettre aussi, c'est ce qu'on appelle aussi quelque part la proposition de valeur de nos méthodes qui repose sur ces performances. Elles sont essentielles pour choisir un test, mais aussi pour établir des relations de confiance entre le fournisseur ou le fabricant, le laboratoire et les médecins qui prescrivent les essais. Oui, tout à fait, Audrey. Pauline, peux-tu nous en dire un peu plus sur les performances analytiques documentées, justement? Oui, alors, encore une fois, tous les pays ne demanderont pas le panel complet, mais je peux vous citer quelques-unes des performances clés que nous devons valider. La précision, aussi appelée reproductibilité ou répétabilité du système. Si j'exécute 50 fois la même mesure, est-ce que j'obtiendrai toujours le même résultat? La robustesse du système. Si je l'utilise tous les jours, est-ce qu'il va conserver ses performances? La contamination. Est-ce qu'il y a un transfert indésirable de liquide d'un échantillon à un autre lorsqu'ils sont pipetés l'un après l'autre ou entre réactifs pour les panels de tests multiples? La comparabilité entre instruments du laboratoire ou avec la méthode ou le test précédemment utilisé dans ce laboratoire. La zone de mesure. Quelle est ma capacité de mesure? Par exemple, suis-je toujours linéaire pour le fibrinogène à près de 2 grammes par litre? Quelle est la limite de mon test? Et les interférences. Quelle substance va interférer avec le dosage et à partir de quelle concentration? Et ce sujet des interférences, finalement, me fait penser à un podcast que l'on a fait l'année dernière sur les interférences HIL pour hémolyse, ictère et lipémie. Quelque part, en fait, l'idée, c'est d'identifier quand est-ce qu'on prend des risques à donner ou ne pas donner le résultat d'un patient en fonction de la méthode, du traitement du patient, de son état de santé, etc. Oui, c'est exactement ça. Nous devons identifier les limites de notre test, comme par exemple les facteurs rhumatoïdes élevés qui peuvent à un certain niveau affecter les résultats du dédimère. Et la liste n'est pas encore complète. On doit ensuite vérifier la stabilité des réactifs, les valeurs de référence, et il existe un podcast dédié à ce sujet, il me semble, car ça dépend également du lot du réactif, la limite de détection. La spécificité et la sensibilité de la méthode sont également importantes à documenter en fonction de l'analyse envisagée. Et évidemment, travailler là avec la procédure de test de vérification et de validation proposée par le fabricant aidera finalement à documenter la plupart de ces critères. En fait, les fournisseurs fourniront également des critères d'acceptation, de précision et de répétabilité, et bien plus encore, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Oui, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà une liste importante de choses à vérifier. En effet, il y a beaucoup à faire. J'espère que nos auditeurs ont maintenant une meilleure idée de comment mettre en service de façon optimale leur système et de l'intérêt à avoir parfois des cases déjà cochées grâce à l'intervention du fournisseur. Et peut-être reviendrons-nous dans un prochain épisode sur la façon exacte de réaliser certaines de ces expériences finalement. Merci Pauline pour ta participation à cet épisode, c'était très clair et complet. Et pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, vous trouverez plus d'informations dans la description de ce podcast, qu'il en soit des données bibliographiques que vous pouvez trouver, mais aussi des précédents podcasts en français ou en anglais qui traitent des différents sujets dont nous avons parlé. N'oubliez pas aussi de nous contacter à ask@stago.com pour challenger nos équipes et proposer un sujet. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.